Windows 2016, installation, stockage et virtualisation. Bienvenue sur la partie haute disponibilité. Donc, module 7, haute disponibilité, tout ce qui est achat. Logique puisqu'il nous faut des solutions pour pouvoir faire face à tous les soucis qu'on a dans notre infra. Si vous avez un composant de votre infra qui tombe, comment on fait pour que ça continue à fonctionner? Donc on va voir la haute dispo, voici ce qui vous attend. Toujours pareil, je vais faire deux vidéos. La première vidéo, tout ce qui est définition, achat avec 2016, live migration, et puis ensuite on fera une deuxième vidéo avec tout ce qui est storage migration, Hyper-V réplica et la gestion des backups. Alors déjà, nous allons voir évidemment ce qu'il faut savoir sur la haute disponibilité. Évidemment, pas d'infra sans haute disponibilité. Donc on va voir la définition de la haute disponibilité. Que veut dire DRP? Quels sont les composants sur lesquels il faut faire attention justement pour pouvoir les doubler ou les tripler? On verra évidemment ce qu'il faut savoir sur la partie réseau, sur la partie stockage et sur la partie machine virtuelle. Donc ça, c'est des choses importantes à comprendre. Donc partons sur les définitions. Donc on est d'accord que quand on parle de HA, on veut dire High Availability. Quand on parle de High Availability, on veut avoir évidemment dans notre solution quelque chose qui évite ce qu'on appelle les SPOF. Alors, les POP, ça veut dire Single Point of Failure. Quand on dit Single Point of Failure, ça veut dire qu'on veut dans notre infra qu'il n'y ait pas à un moment donné, si vous avez dans votre infra, on va imaginer, vous avez deux serveurs physiques, imaginons, sur lesquels vous avez installé ici Hyper-V et Hyper-V. Ici, vous avez un stockage partagé, par exemple un SAN. Donc évidemment, ici, vous allez avoir des machines virtuelles qui vont tourner. On va juste changer ça ici. Voilà, donc vous allez avoir ici des machines virtuelles qui vont être là, qui vont être également ici. Ces machines virtuelles, il faut qu'elles soient up, et puis il faut qu'elles tournent par rapport à ce qu'on appelle un SLA IT. Alors on verra quand on parle de 9.9, 9.1, 9, 9, 9, etc. C'est le nombre de 5.9. Hein. Souvent on parle de 5.9. Hein. C'est-à-dire le nombre de 9, ça correspond à des taux de panne maximum par an. Donc il est évident que dans cette infra ici que je vous montre, bah, si par exemple j'ai un problème complet, donc imaginons que là on va imaginer ici que ce serveur-là a un problème, ça veut dire que si je sais pas, j'ai un problème hardware, donc déjà un problème hardware, ça se solutionne, hein, puisqu'il faut déjà mettre par exemple plusieurs ici power supply, alimentation. À l'intérieur, ben, il faut avoir donc évidemment des solutions, par exemple ici avoir plusieurs cartes réseau. S'il y a un souci, enfin ça on en parlera après. Donc si ce serveur pète, eh bien vous allez avoir trois machines virtuelles out. Donc avec par exemple la partie, une des solutions qu'on verra, par exemple la partie clustering Hyper-V, eh bien, vous allez faire en sorte, puisque les disques sont ici, hein, les VHDX sont sur le SAN, ben, que ces trois machines-là puissent être restartées ici. Donc ça veut dire que ben, n'y a pas de souci grâce au clustering. On va faire en sorte que ces trois machines, donc du coup, lui, il va se retrouver avec 6 VM. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, puisque le but, c'est d'avoir ce genre de choses. Alors, on a pareil au niveau du stockage ici. Là, vous avez remarqué que ben, il n'y a qu'un seul stockage. Bon, donc là, s'il n'y a qu'un seul stockage, c'est un souci. Donc je peux très bien avoir sur le même site ou sur un autre site un deuxième SAN. Bon, ça coûte cher, mais bon. Et puis, je peux, entre eux, si vous avez installé 2016 Data Center, installer, mettre en place une nouveauté qui s'appelle le Storage Replica. Storage Replica. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre infra? On a évidemment la partie storage, la partie réseau, évidemment, c'est important. C'est pour ça que on fait en sorte sur les serveurs de mettre en place ce qu'on appelle du NIC teaming. NIC teaming, c'est quoi? C'est que j'ai plusieurs cartes ici,
ensemble, imaginons j'en ai 4 par exemple, ben, je vais les mettre ensemble et ils vont faire une paire, un team, hein, ils vont faire un team. Et si j'ai un souci, ben, au moins si j'ai une carte qui tombe, ça continue à fonctionner. Attention, n'oubliez pas que là c'est la partie virtuelle, mais vous aurez évidemment en dessous, connecté sur les différentes cartes réseau, vous aurez votre switch physique. Switch physique. Ben, ça aussi, il faut en avoir plusieurs. Hein. Donc déjà, quand vous avez ici des cartes réseau ici, ben, je vais en connecter un sur un autre switch par exemple. Ah oui, parce que si j'ai un souci ici, effectivement, il faut trouver des solutions. Hein. La partie ensuite connectivité Internet. Hein, c'est évident que si vous avez une connectivité Internet, par exemple, eh bien, il faut faire en sorte d'avoir évidemment un ISP. Par exemple, donc un ISP, c'est votre provider hein, qui vous loue en fait contre l'accès à Internet. C'est vous dire, ben voilà, je sais pas, moi j'ai de la fibre. Ici, par exemple, j'ai de la fibre. Eh bien, j'ai un backup vers du XDSL, par exemple. Bon, pourquoi pas. Hein. C'est ça le but. Hein. Pareil, au niveau de vos domaines contrôleurs, du DNS, pareil, il faut avoir des solutions. Donc si j'ai ici un DC, eh bien, j'évite de mettre 2 DC ici sur le même. Hein, pourquoi? Parce que si ça tombe, j'ai un souci. Donc j'en mets un, celui-là, je ne le mets pas là. Le deuxième DC, je les mets là, par exemple. Voilà, au moins j'ai 2. Et je sais que là-dedans, j'ai l'AD et le DNS qui est répliqué. Vous voyez, ça, c'est vraiment la haute disponibilité. Hein. Donc, quelque chose qui est important aujourd'hui, c'est le nombre de A que vous avez. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, souvent, on parle de nombre de 9. Donc là, ici, si je mets IT SLA 59, vous allez voir, eh bien ici, vous avez la haute disponibilité. Ça veut dire que quand on vous dit demain, ben voilà, mon système, il a combien de 9? Le nombre de 9 ici, c'est le taux de disponibilité, ce qu'on appelle la continuous availability. Il est évident que il faut être minimum en 5.9, ou en tout cas, alors après, il faut voir en combien est, par exemple, Azure, ils sont ici, en 4.9. On peut avoir du 6.9, mais on peut avoir évidemment du 7.9, du 8.9. Hein. Ça veut dire qu'on peut aller évidemment très loin dans le nombre de 9 qu'on peut avoir. D'ailleurs, je crois que j'en ai un autre ici. J'en ai un autre ici où il parle. Voilà, je pensais celui-là ici. Voilà. Et là, on voit ici le nombre de 9 ici. Alors, évidemment, plus vous avez 9, plus le matériel va coûter cher, plus c'est du hardware. Enfin, dire, si vous mettez quelque chose qui est en line, vous imaginez que derrière que ça va vous coûter un bras. Bon, je sais pas comment vous allez faire pour manger après, mais enfin. Donc voilà, ça c'est important. Le nombre de 9 qu'il y a. Alors, on va revenir sur notre infra. Enfin, sur notre petit fichier ici. Donc je vais rajouter ici un document, une page. Donc, dans votre infra, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir, évidemment, votre travail, c'est de faire en sorte que le business fonctionne. Donc, le business fonctionne. On va l'écrire un peu mieux. J'ai eu des petits commentaires en me disant, est-ce que vous pouvez faire des efforts sur l'écriture? Oh là là, la pression commence. Business. Business. Le business aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que vous savez ce qui est le plus important dans votre infra? Le genre d'application. Vous avez des exemples? Je sais pas, par exemple Exchange. Non. Ça peut être important de l'Exchange. Je sais pas, du SQL, du SharePoint, du SCCM, de l'Oracle, enfin. Et puis évidemment, n'oubliez pas vos domaines contrôleurs, vos DC. Hein. Donc c'est vrai que, par exemple, dans Exchange, ce qu'on appelle le DAC, hein, c'est un système intégré pour les bases de données. Donc QL, je vais pouvoir mettre du clustering, donc ce qu'on appelle du clustering apps. SharePoint, je vais pouvoir mettre plusieurs sites web en front-end. Et le back-end du SQL. SCCM, c'est pareil. Hein. Eh bien, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs serveurs SQL et puis plusieurs distribution points, par exemple. Oracle, même principe. Hein. Et puis les domaines contrôleurs, c'est d'avoir plusieurs DC dans lesquels la réplication va se faire. Alors, le SLA, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est important, hein, c'est le risque. Donc on a évidemment plusieurs moyens. Aujourd'hui,
quand on parle, si on vous dit, est-ce que vous avez une liste de tout ce qui peut faire en sorte que mes systèmes continuent à fonctionner? On a par exemple tout ce qui est NLB. NLB, c'est la prochaine vidéo. Le NLB, lui, hop là, NLB, c'est plutôt pour la gestion de charge. Ça veut dire que gestion de charge, NLB, gestion de charge. Ah, c'est pas au même niveau. Mais... Donc là, le NLB, c'est j'ai plusieurs machines virtuelles. Je sais pas, j'en ai 4 dans lesquelles j'ai installé par exemple 2IS. Et là, je vais mettre une adresse virtuelle. Et quand moi, je me connecte sur l'adresse virtuelle, le NLB va m'envoyer sur ces 4 serveurs. Donc il va commencer là, puis là, puis là. Alors après, ça dépend si vous avez des sticky sessions. Ça, on en parlera après, les sticky sessions. Ça, c'est une première chose. C'est faire en sorte que que l'utilisateur soit toujours content, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de souci au niveau de son travail de tous les jours. Deuxième chose que vous pouvez mettre en place, c'est évidemment du failover clustering. Failover clustering, ça on va le voir bientôt. Clustering. Le failover clustering, c'est, exemple, j'ai, je sais pas moi, 2 serveurs sur lesquels j'ai installé SQL, qui sont connectés évidemment à un SAN sur lequel je mets les bases de données de SQL, et bien celui-ci par exemple est actif et passif. Donc quand je me connecte à mon cluster SQL, donc on fait un cluster SQL, ici, on va changer, on va mettre un peu de couleur, et bien quand j'installe une application, je lui donne le nom du cluster. Donc pour lui c'est tout ça. Et bien celui-ci a un problème, il y a un failover sur l'autre, paf. Ça veut dire que tous les services SQL seront démarrés ici. Ça, c'est un super failover qu'on peut faire. On va changer de couleur ici, on va se mettre en vert. Donc, on a également du failover clustering, mais au niveau Hyper-V. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, j'ai 2 serveurs Hyper-V où j'ai des machines virtuelles qui tournent ici, des machines virtuelles qui tournent ici. Là, j'ai un SAN au milieu. Bon, si mon serveur pète, les VM vont démarrer ici. Ça, on en parlera. Ensuite, il faut des applications qui soient high availability, c'est-à-dire que si j'installe SQL dessus, c'est une application qui est clusterware. Cluster aware, comme Jean-Claude Van Damme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? Des backups, évidemment. Vous avez des backups. Les backups traditionnels ou les backups sur Azure ou sur Amazon. Et puis, les backups, c'est quoi? C'est backuper vos data et backuper vos VM. Ok? Donc ça, c'est évidemment important de trouver des solutions justement par rapport à tout ça. DRP, top. Donc le DRP c'est toujours le même principe. Alors DRP, c'est quand vous avez, c'est du Data Recovery Plan. Donc, toujours tester le DRP. Donc je sais pas, une fois par an. Vous allez dire, voilà, on a un site, on a 2 sites. Un site ici qui se trouve à Paris. Un autre qui se trouve par exemple à Madrid. Bon, j'ai un exemple. Eh bien, on va tester une fois par an qu'est-ce qui se passe si là ça pète ou qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème sur la ligne. Ça, c'est le DRP. Donc le DRP, c'est une solution qui permet une fois par an de tester, évidemment, de tester si tout fonctionne correctement. Alors après, on a pas mal de termes intéressants. On a des termes dont vous entendez souvent parler quand on parle de DRP. On a par exemple le RTO. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de RTO. Le RTO, c'est Recovery Time Objectif. Objective. Alors c'est quoi? C'est le temps que vous prenez pour récupérer vos données après un souci. C'est-à-dire que vous avez un problème, voilà, et puis vous dites, voilà, il me faut tant de temps pour restaurer, ça veut dire ce qu'on appelle le recover. Recover, c'est pas forcément restaurer, mais c'est récupérer notre infra comme elle fonctionnait. Donc ça dépend du type de problème. Par exemple, si vous avez un problème sur une carte mère, eh bien ça va prendre du temps à récupérer. Donc il faut évidemment prendre en compte ce temps-là, le RTO.
Le RTO, c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le RPO. On va se mettre comme ça. On va changer de couleur également. Ici, on va parler de RPO. RPO. Le RPO veut dire Recovery Point Objective. Objective. Alors, qu'est-ce que c'est que le point? Ça permet de faire une limite de combien de data vous allez perdre dû à un souci. Donc, c'est-à-dire que, un exemple, si vous avez un RPO de 6 heures, un RPO de 6 heures, imaginons de 6 heures, hein. Donc, si vous avez un RPO de 6 heures, vous devez donc faire un backup toutes les 6 heures. Hein, donc, toutes les 6 heures, il faudrait faire un backup ici. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que vous devez faire un backup de 6 heures et faire évidemment des backups ensuite différentiels. Donc, ça veut dire que si votre organisation a un souci, vous allez utiliser le dernier backup, évidemment, le dernier backup, et puis vous aurez pas plus de 6 heures de données. Donc ça, c'est le RPO. Donc RPO, je répète, hein, c'est la limite combien de données vous allez perdre par rapport à un souci que vous avez de fêlure, ça veut dire de problème dans votre organisation. Donc ça, c'est des petits termes à comprendre. Alors au niveau des différentes solutions que l'on a ici, si on revient sur notre infra, hop là, non, ça continue. Oui, c'est bon, ça enregistre. Excusez-moi. Vous voyez ce que j'utilise pour enregistrer. Donc si on revient ici sur la définition, on a vu un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, quelles sont les solutions apportées par Microsoft? Microsoft 2016 nous propose le cluster des barres métal, le cluster applicatif et le NLB. C'est trois choses différentes. Donc, le host clustering, le guest clustering et le NLB. Alors, on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, on va rajouter une page. Première chose, qu'est-ce que nous propose Microsoft? Nous propose plusieurs solutions. Donc là, on a 2 serveurs. Là, je vais mettre 2 machines virtuelles. Voilà. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle le host clustering. Host cluster. C'est simplement, quand on parle de host, on parle de serveur physique. Hein. Alors, en termes Microsoft, hein, serveur physique. Donc là, j'ai 2 serveurs physiques. Imaginons, c'est du HP. Et ça, vous savez, on en a déjà parlé, j'installe Hyper-V dessus, ou VMware, ou Xen. Et puis là, j'ai des machines virtuelles ici, qui tournent. Voilà. Et vous vous souvenez que sur le SAN, j'ai les VHDX des machines virtuelles. Ou si vous êtes sur VMware, les VMDK. Hein. Bon, par exemple. Eh bien, l'host clustering, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème là-dessus? Eh bien, toutes les VM vont redémarrer sur celui-ci. Bien, redémarrer, on dit bien. Hein. C'est pas l'utilisateur va du coup pendant quelques secondes, je sais pas, 10 à 15 secondes, il n'y aura pas d'accès à l'infra puisque les VM vont redémarrer. Mais vu que celui-ci a accès au SAN, il n'y a pas de souci. Ensuite, on parle du guest clustering. Imaginons que ici vous avez 2 VM. Donc je sais pas, imaginons, on va dire, j'ai cette VM là et cette VM là. Donc lui, il n'y a pas de souci, hein, les deux sont up and running. Eh bien, si cette VM pète, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous pouvez entre les deux, donc on va dire entre ces 2 VM là, mettre en place du clustering apps. On appelle du clustering, ce qu'on appelle le guest. Guest, c'est donc les VM. Donc pareil, il faut que ces deux, si je mets SQL ici sur cette VM là et SQL là, il faut évidemment que les bases de données soient ici pareil sur un LUN particulier où je stocke mes données. Donc là c'est vraiment du guest clustering. Après vous avez le NLB, ça je pense que ça paraît clair, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Très bien. On va finir par le live migration qui va être la dernière partie sur justement cette première vidéo. Donc on va parler du déplacement à chaud des VM, ça s'appelle la présentation, le fonctionnement et les prérequis
du live migration. Live migration, c'est évidemment magique pour les informaticiens, puisque ça permet en fait compte de pouvoir tout simplement déplacer à chaud une VM pendant que les gens bossent dessus, quand même. Hein. Ça calme un petit peu. Donc on va parler du live migration. Donc là, on va parler du live migration. Je vais ajouter une page. Voilà. Je supprime ça. OK. Donc ici, nous avons le live migration. Live migration, c'est, on est bien d'accord, c'est j'ai deux serveurs. Premier serveur qui est ici. Ensuite, on va dessiner un deuxième serveur. Voilà. Donc ça, c'est mes deux serveurs Hyper-V, physique. Hein. Physique. Physique. À l'intérieur de ces... donc là, j'ai en bas, j'ai ici mon SAN. Et puis là, j'ai des machines virtuelles. J'ai évidemment le réseau, et donc j'ai plusieurs cartes réseau, et j'ai par exemple une des cartes réseau qui va servir, hein, donc là, à, par exemple, cette carte réseau-là et cette carte réseau-là, ça va être pour le live migration. Parce que je peux évidemment choisir une carte réseau qui fasse que le live migration, avec un VLAN par exemple différent. Eh bien, c'est très simple, c'est cette machine-là, ici, je veux la déplacer sur serveur physique, je fais un live migration, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout va passer à travers le réseau, ça veut dire que la mémoire, tout va être transmis sur le réseau et va être envoyé ici. Du coup, cette VM-là, vous ne la verrez plus là, et elle va apparaître ici. C'est ça le live migration. Donc live migration, il vous faut plusieurs prérequis. Déjà, il faut que la partie réseau fonctionne, et on n'a pas forcément besoin de mettre en place du failover clustering. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté de Windows 2016, c'est-à-dire que je peux déplacer cette VM-là entre les deux sans que, entre les deux, il y ait du cluster. Bon. Donc, il faut simplement en fait compte que quand vous mettez en place le clustering, c'est qu'il y ait des prérequis pour que ça fonctionne. Donc le prérequis, c'est il faut déjà, quels sont les prérequis pour que ça fonctionne. Il y a quand même pas mal de prérequis. Hein. Donc si on regarde les prérequis, déjà, il faut que activer le live migration. Activer le live migration. Donc parce que par défaut, c'est pas activé. 2, il faut que les deux aient le même type de processeur. Donc par exemple, le 2 Xeon, ça marche. Mais Xeon AMD, ça marche pas. Logique. 3, il faut que l'administrateur, évidemment, soit les acomptes doivent être dans le groupe Hyper-V Administrateur Group. Donc là, c'est important. Hein, les serveurs doivent être dans un groupe qui s'appelle Hyper-V Admin Group. Donc Hyper-V Admin Group. Voilà. 4. Il faut que les deux serveurs aient Hyper-V installé. Non, c'est vrai. Et ils doivent être, évidemment, les deux doivent être membres d'un domaine. Je ne parle pas de cluster où on peut le faire en groupe, je parle bien de ça. Hein. Ensuite, il faut les outils. Ensuite, on verra qu'il y a deux solutions pour que ça fonctionne. Soit on utilise Kerberos, qui est par défaut le système, pour se connecter des deux côtés. Soit on utilise ce qu'on appelle du credential CRED SSPP, CRED SSP par exemple, où là on n'a pas de souci de délégation particulier. Par contre, il faut que l'administrateur soit sur l'autre serveur. Après, on peut limiter également, pour le live migration, on peut limiter la bande passante utilisée quand il va passer de là à là, grâce à une commande qui s'appelle set-smb bandwidth band WITT limite. Voilà, et ça permet de limiter justement la bande passante utilisée. Alors, je vais vous montrer comment ça se met en place. Et on va jumper dans notre infra ici. Voilà, donc je vais ici.
et on va se connecter ici sur l'infra. Donc là, ce que j'ai fait, je vous explique un petit peu. La machine que vous voyez ici, là, la machine que vous voyez là actuellement, c'est une machine virtuelle, cette machine-là qui est devant les yeux. Hein. Et dans cette machine virtuelle, j'ai créé d'autres machines virtuelles. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai mon... Et la machine que vous voyez actuellement, elle tourne sur une infra physique. Donc derrière en fait, compte cette machine ici. Hein. Donc si je vais ici, que je vous montre. Si je tape hostname, voilà, ça c'est la machine physique. Et j'ai cette adresse IP ici. Bon. Et si je fais un get VM, j'ai toutes mes machines virtuelles. Comment j'ai pu créer cette machine virtuelle, vu que je suis déjà dans une machine virtuelle, en activant là, le Nested Virtualization. Et ce que j'ai fait pour pouvoir tester tout ce qui est clustering, etc., je me suis créé deux serveurs ici, host 1, host 2, avec mon DC, et je fais en sorte que ces serveurs se voient ensemble. Alors j'aurais pu faire en sorte de faire du private network entre tout ça, hein. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur mon serveur ici, host 1, et dans mes settings ici, hop là, on vient là, j'ai mis ici externe. Alors, externe, pourquoi? Parce que je donne un accès, effectivement, ces machines peuvent se connecter. Si, par exemple, je sais pas, j'ai un autre laptop dans mon lab, je peux me connecter sur ces VM-là. Mais j'aurais pu mettre également interne, uniquement. Hein. Ça aurait été possible. Donc ici, je vais vous montrer donc, les prérequis pour... donc je vais me connecter dessus. Donc là, vous imaginez vraiment que le host 1, c'est un serveur physique. Hein. Ici, donc là, je vais dans host 1. Et là, voilà, je vais me connecter sur ce serveur. Je vous ferai un petit schéma, de toute façon, par la suite, par rapport à ça. Hein. Parce que c'est vrai que on me demande souvent ce genre de choses. De toute façon, je vais vous le mettre dans mon Google Doc. Hein. Donc ici, imaginez que c'est un serveur physique. Ici. Donc, comment est ce serveur physique? Ce serveur physique qui s'appelle, ici, hostname. On va mettre en plus gros, hein, pour ceux qui voient. Voilà. Comme toujours, il y en a qui se connectent à partir de leur téléphone. Et puis, voilà. Hostname, node 1. J'en ai un autre qui s'appelle ping node 2. Donc ça, c'est un deuxième serveur physique. Très bien. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va voir que sur ce serveur-là, j'ai des machines virtuelles qui tournent. Donc j'ai cette machine, j'en ai deux ici, j'ai Web 1. Alors le DC, ça, je ne vais pas l'utiliser. Hein. Je vais l'enlever le DC d'ailleurs. Puisque mon DC, c'est... Donc cette machine virtuelle est actuellement connectée à mon DC qui se trouve sur mon bar métal. Hein. Enfin, ma machine virtuelle. Donc ici, cette machine-là, si je fais un start ici, déjà il faut savoir que, n'oubliez pas qu'il faut d'abord, pour que ça fonctionne, aller dans Hyper-V Setting et faire en sorte que la migration fonctionne. Voilà. Donc ici, je peux lui dire le nombre de la migration que je vais faire en même temps. Je ne sais pas, imaginons je vais en faire 3. Et puis ici, c'est là où on peut associer, je ne sais pas, vous vous souvenez, une adresse, vous voyez, une range d'IP, donc une carte réseau derrière, qui sera associée pour le live migration. Donc là, je mets n'importe quelle carte. Voilà. Après, on aura le storage migration, j'en parlerai après. Donc voilà, du moment que je fais ça, et si je fais la même chose sur l'autre, donc si normalement je fais un connect to server, alors je sais pas si ça va fonctionner, mais normalement node 2, voilà, ici, si je vais dans node 2 ici, ben, dans Hyper-V Setting, qu'est-ce que je vois? Je vois que de l'autre côté également, ça a été activé. Et je vois que j'ai deux VM qui tournent, un SAN, ça on verra après, mais ça pour l'instant. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai dans node 1, mon Web 1, eh bien, je peux faire du live migration. Remarquez que j'ai pas mis de cluster en place, hein. Alors, ça on le verra après. Donc ce que je peux faire, c'est faire un bouton droit et faire un move ici. Et quand je fais un move, je peux déplacer la machine virtuelle ou le storage de la machine virtuelle. Donc si je fais move de machine virtuelle, je fais un next, là il spécifie le nom de l'autre ordinateur. Donc l'autre ordinateur c'est node 2. Voilà. Et je fais next ici. Donc là il me demande, est-ce que je veux déplacer la machine virtuelle dans un répertoire que je vais spécifier juste après en faisant un next sur le serveur de node 2. Est-ce que je choisis pour chaque, vous voyez, pour chaque item d'une machine virtuelle ce que je veux déplacer, ou alors je déplace donc je fais du vMotion, mais ça évidemment, cette option-là, si elle me dit ne déplace que la machine virtuelle et pas le disque dur, forcément j'ai un SAN au milieu, hein, sinon il y a un problème. Donc là si je fais move,
ici, j'ai la possibilité maintenant, donc size location, d'aller faire un browse. Et là, vous voyez, je suis sur le node 2. Et donc, si je vais sur le node 2, de l'autre côté, je peux, si je veux. Alors là, j'ai pas créé de répertoire. C'est un peu bête, mais si j'en crée rapidement un répertoire, alors on va faire un inter ps session. On va en créer rapidement. Node 2. Voilà. On va se connecter sur le node 2. Très bien. Donc je vais faire ça. Et puis je vais faire md live. Voilà. Puis là, je sors de là-dedans. Et puis, je reviens ici. Donc là, on va refaire ça. On va faire browse. Voilà. Et là, j'ai mon live ici. OK, select. Donc si je fais next ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à faire mon live migration. Vous voyez, donc il est en train de faire le move. Donc ça, c'est quand même quelque chose de assez génial parce que ça veut dire que je n'ai pas de storage. On est bien d'accord que là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour ceux qui veulent savoir d'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, alors attendez, je vais juste ajouter, je mets le vers le bas. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai donc mes deux host 1, host 2, hein, vous vous souvenez, hein, donc, qui s'appellent node 1, node 1 et node 2. Ben, qu'est-ce que je fais? Je prends une machine virtuelle dont le stockage est sur le disque local ici, donc il y a bien le VHDX. Là, j'ai un autre disque ici, local, hein, je n'ai pas de SAN. Hein. Ben, je suis en train de déplacer à travers le réseau cette VM-là. Donc ça veut dire tout ce qui tourne ici en mémoire, plus le disque, je le déplace sur l'autre serveur. Ce qui est quand même génial. Voilà, donc là, il est en train de faire le move hein, sur l'autre. Voilà. Et alors là, il me dit, attention, je n'ai pas trouvé de carte réseau qui s'appelle Corporate Network ici. Ah oui, c'est ça le truc. Hein. C'est que ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous remarquez que si je vais ici sur mon Virtual Switch Manager, il y a un truc qui s'appelle Corporate Network. Alors que de l'autre côté, comment il s'appelle? Virtual Switch Manager, il s'appelle External. C'est un peu con ça, hein. Vous voyez le problème? Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller ici et je vais mettre externe de l'autre. Hein. Externe. Voilà. Mais alors, attention, si vous avez du VLAN, ça peut être emmerdant. Hein. Ok. Bon, voilà, donc là, il est en train de faire le move sur l'autre serveur. Sans, attention, hein, on est bien d'accord que vous n'êtes pas obligé d'avoir de SAN. Hein. Donc si je reviens ici sur mon serveur ici, donc excusez-moi, je suis retourné sur mon serveur Node 1. Vous vous souvenez, la commande, c'est une commande qui permet de limiter la bande passante utilisée par le live migration, c'est set-smb bandwidth limit. Et si je fais tiret contrôle espace, vous avez ici voilà, le nombre de le bit per seconde. Vous avez voilà, donc des informations ici intéressantes sur ce qu'on peut mettre en place sur le set SMB bandwidth limit. Alors, si je vous montre ici quelques exemples de ce que ça peut faire, donc si je fais un set SMB bandwidth limit, hein, quelques exemples, ici, voilà, vous pouvez donc limiter ici la bande passante. Donc là, on a SMB, description, donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc par exemple, on peut limiter tout ce qui est la migration. Donc voilà, donc là, on peut lui dire que je limite à 100 mégabits par seconde le trafic utilisé par du live migration. Voilà. Donc ici, voilà, donc puisqu'on utilise du SMB trafic actuellement pour du live migration. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc je retourne sur mon ici, Fluctuation, et je regarde où il en est. Voilà, donc c'est génial. Regardez, il n'y a plus rien dessus. Et maintenant, il est sur l'autre. Mais attention, il est running toujours. Hein. Running. Donc ça veut dire que si je vais dans Setting ici, je vois qu'il est ici dans... il s'est mis ici. Donc si je regarde Web 2, voilà, donc Hyper-V, Virtual Hard Disk. Donc on a vraiment toutes les informations ici. Et puis, si on retourne maintenant sur le serveur, qu'on fait, on va refaire un Enter Session, pardon. Alors, on va se refaire un Enter Session 2. Donc, si je fais ça et que je fais un dir, si je fais un CD live, ici, voilà, donc on a vraiment toutes les informations qui vont bien. Puis là, il a créé en plus ce répertoire ici. Ok. Donc, juste pour terminer, puisqu'on a fini cette partie-là, vous savez, quand vous avez dans Hyper-V Setting ici,
Hyper-V Setting ici. Vous vous souvenez, dans la Migration, ici, on a l'Advanced Future. Donc, on peut utiliser, ici, j'utilise donc je dois me loguer sur le serveur, ici, pour faire de la migration, mais je peux utiliser également du Kerberos. Hein, et là, il utilise de la compression. Hein, donc, je peux utiliser évidemment le Performance Configuration TCP/IP ou SMB. Bon, mais SMB, il vous faut des cartes qui savent gérer tout ce qui est RDMA Capacity pour que ce soit évidemment rapide. Ça marche? Bon, alors on va juste aller sur Host 1. D'ailleurs, ce que je vais faire avant, c'est que je vais rebalancer celle-ci sur l'autre, puisque, alors attendez, on va se remettre en plein écran, hein, parce que comme le but, c'est qu'ils reviennent à la maison. Donc move, on avait dit oui, move, c'est ça. Donc on va le remettre sur le node 1. Vous voyez la rapidité à 100 SAN, hein. Ça c'est quand même merveilleux. Voilà. Et puis on va lui dire, ben, ici tu reviens sur mon C. Et puis on va lui mettre un répertoire. On met lab. Voilà, super. Select folder. Je fais next et finish. Ok. Alors là, pareil, hein, il va peut-être pas être content. Oh. Qu'est-ce qu'il met? Ok, ben, on va voir ça dans le prochain module, comment régler ce problème. Je suis sûr que vous allez y arriver. En tout cas, en attendant, on a vu Live Migration. Pour info, dans les prochains modules, on verra tout ce qui est Storage Migration, Hyper-V Replica et la gestion des backups. Ok, donc ben, on se voit dans le prochain module. Merci à tous et à tout à l'heure pour le module sur le Storage Migration. Ciao, ciao!